Bonjour et bienvenue, merci de nous suivre. Vous êtes sur la Sen TV, Tribune Presse, votre émission qui s'intéresse sur l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Ahmed Ba. Pierre Ahmed Ba, vous êtes de l'Alliance pour la Renaissance de Mboro, c'est ça? Voilà, je rappelle également que vous êtes docteur S anthropologie, mais vous voulez conquérir Mboro pour mieux faire les choses, probablement. Voilà, avec nous également Ibrahima Ndiaye, vous êtes du parti pour le nouveau centre du Sénégal. Alors, Ibrahima Ndiaye, que j'aime, ça a été du nouveau centre du Sénégal. Est-ce que c'est pas trop prétentieux aussi? Ibrahima Ndiaye, bonjour. Bonjour, Fabrice. C'est pas trop prétentieux. Je dis que c'est pas lié à une quelconque géographie. C'est tout juste une position politique liée à une certaine idéologie, une démarche. Ah voilà, alors, c'est ça le nouveau centre du Sénégal. Et nous parlons des locales, hein, la campagne a démarré. Démarrage depuis aujourd'hui à minuit. Alors, 2700 listes. Et on sait ce que ça va coûter en argent à l'État du Sénégal. Mais beaucoup d'argent aussi seront injectés. Déjà, la coalition au pouvoir promet de sortir la bagatelle somme de 3 milliards. Wade va faire presque autant, 2 milliards. Alors, à quoi ressemble finalement cette campagne, à votre avis, Ibrahima Ndiaye? Permettez-moi d'abord, Patrice, de saluer mon co-débatteur, Pierre Ahmed Ba. Et ensuite de vous saluer, vous êtes l'animateur de ce débat-là, Tribune Presse. Je pense qu'il y a un débat important par rapport au paysage politique et éventuellement sur les options que les gens doivent prendre politiquement pour l'évolution du pays. Je profite aussi de cette occasion pour saluer l'ensemble des téléspectateurs de la Sen TV et à travers eux tous les Sénégalais. Je crois que par rapport aux élections locales qui doivent s'organiser le 29 juin, il est quand même bien de rappeler que pour toute organisation démocratique, de temps en temps, de consulter les citoyens pour savoir réellement ce qu'ils veulent par rapport au système en place ou s'ils veulent faire des réaménagements est toujours importante. Mais la manière dans laquelle cette élection s'organise aujourd'hui pose beaucoup d'acteurs politiques et même des citoyens à se poser des questions. Parce que ces élections ont été reportées une fois, ensuite il y avait le suspense d'un second report. Bon, il y a eu beaucoup d'organisations qui sont levées pour dire que les conditions n'étaient pas encore réunies pour qu'on parte à des élections parce qu'il y avait l'acte 3 qui devait pousser peut-être les décideurs et l'ensemble des acteurs à réfléchir à comment faire participer tous les Sénégalais à cet acte majeur dans la politique de décentralisation que le Sénégal a connue depuis 1996 pour renforcer les collectivités locales. Mais aujourd'hui, 27 000 listes, je pense, posent problème à tout point de vue. 2700 listes posent problème à tout point de vue. La bagatelle financière qui doit être utilisée, la logistique, les ressources humaines pour organiser une élection locale pose réellement problème. Et ça doit nous pousser, nous acteurs politiques et citoyens, à réfléchir à qu'est-ce que nous voulons, à quoi nous voulons que notre République ressemble. Parce qu'une République, pour moi, c'est une organisation assez méthodique qui permet à des gens qui ont les compétences, les aptitudes, des visions, un programme de conquérir le pouvoir et d'être choisi par les populations. Mais quand on en arrive à une situation dans un pays où tous veulent être en même temps acteurs, décideurs, citoyens, je pense que ça verse un peu dans l'anarchie et dans la cacophonie. Mais il y a certains qui vous parleront même de listes farfelues. Hein. Voilà. Vous croyez à cette hypothèse? Il y a probablement des listes farfelues. De toute façon, tout Sénégalais a le droit d'être dans une organisation, de conquérir le suffrage des Sénégalais. Je ne peux pas les juger comme ça. Mais je pense que c'est une réflexion globale que nous, tous Sénégalais, nous devons porter par rapport à cette question-là et voir comment on peut avoir une démocratie organisée dans laquelle ceux qui gouvernent, les juges jugent, les législateurs légifèrent et que les populations, une fois qu'ils font confiance à une organisation, à une entité ou à des ressources humaines capables, qu'ils puissent laisser à ces gens-là la possibilité de gouverner et de prendre des orientations qui peuvent permettre au Sénégal de sortir quand même de cette cacophonie-là. Parce que la démocratie, pour moi, c'est une organisation d'abord et la rigueur. Maintenant, chacun a le droit, s'il a les aptitudes, de prétendre à ce qu'il veut. Mais il faut comprendre quand même que cette élection-là, c'est une élection qui risque d'être très confuse, mais qui est très importante également. Parce que nous venons d'échoir un régime en 2012. Il y a des gens qui sont aux affaires depuis 3 ans. Je pense que ça va permettre... Et justement, ces gens qui sont aux affaires, là je vais venir avec Pierre Ahmed Ba, ces gens qui sont aux affaires depuis 3 ans et ces 2700 listes, est-ce que vous voyez un lien? Oui, effectivement, il y a forcément un lien avec ça. D'abord, 2700 listes, en fait, moi je ne m'adonne pas à ce que je pourrais appeler l'arithmétique du diable, parce que dire qu'il y a 2700 listes, c'est pléthorique, machin truc tralala et que sais-je encore, je ne suis pas de ce genre-là. Je pense que d'abord ça témoigne d'un certain dynamisme dans l'évolution politique et démocratique du Sénégal. Et ensuite, le fait qu'il y ait 2700 listes doit pousser aussi les partis politiques en place à se poser des questions. Parce qu'en réalité,
réalité, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Il y a 228 partis politiques aujourd'hui. Effectivement, mais un parti politique, c'est quoi? C'est d'abord l'engagement à soutenir, à défendre et à mettre en place d'abord une idéologie. Les gens doivent adhérer à cette idéologie-là. Mais au fait, au Sénégal, quels sont les partis qui ont des idéologies? On parle de quoi, en réalité? On crée un parti parce que... Ah non, le Parti Socialiste... Le Parti Socialiste a une idéologie, mais le socialisme est en voie de sous-développement. La France aussi est un pays en voie de sous-développement. Alors, vous me dites que le socialisme est une idéologie. C'est vrai, mais c'est une idéologie qui tend à s'effriter. Il y a le libéralisme aussi. Le PDS a une idéologie. Il y a le PDS, tout ça. Vous allez continuer. Citez-en moi 228. Il y a le PIT. Citez-en moi 228. Hein? Et en plus, il y a la ligne idéologique aussi à suivre. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, effectivement, sur ces élections locales-là, il y a des communistes qui s'allient à des libéraux qui s'allient à des socialistes. En fait, nous sommes dans une sorte de pêle-mêle d'idéologies politiques qui se chevauchent sans s'harmoniser. Il faut, en réalité, qu'aujourd'hui, les Sénégalais se posent une question fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Je pense qu'au Sénégal, il y a deux sortes de politiciens. Il y a ceux qui utilisent la masse pour avoir l'argent, il y a ceux qui utilisent l'argent pour avoir la masse. Mais il y en a peu ou prou qui utilisent le discours. Et c'est ce manque de discours-là qui, aujourd'hui, pour moi, reflète... Est-ce que les Sénégalais eux-mêmes écoutent les discours? Oui, mais ça, c'est un autre débat. Oui. Il faut d'abord qu'on leur en propose. J'en ai pas entendu, je suis désolé. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, j'entends pas un discours cohérent, satisfaisant, un discours à même d'insuffler un dynamisme de développement. Parce que le problème du Sénégal, c'est d'abord le sous-développement, la pauvreté. Mais aujourd'hui, tout ce qui parle pour des intérêts. Soit c'est l'intérêt du parti au pouvoir, soit c'est ceux qui passent tout leur temps à jeter des pierres dans le jardin du pouvoir parce que tout simplement ils ne sont pas aux commandes. Mais il n'y a pas de discours qui puisse fédérer les populations et un discours à même de redonner de l'espoir et de la confiance aux Sénégalais. Parce que c'est ça que les Sénégalais... Donc c'est un manque de confiance qui fait qu'on est aujourd'hui 2700 listes. Non, je ne dis pas que c'est un manque de confiance. Oui. Non, c'est d'abord l'échec des politiques qui n'ont aucun discours. Je pense que la politique dans sa forme partisane est arrivée à expiration au Sénégal. Du coup, chacun se lève pour prêcher pour sa propre paroisse. Ok, Pierre Armé, je veux dire Ibrahima Ndiaye, vous êtes d'accord? Vous savez, les gens peuvent apprécier les situations de manière différente. Mais si on met les choses dans leur contexte et dans leur réalité, pour moi, l'engagement, d'abord, c'est une question personnelle face à une réalité. Parce qu'on est tous des Sénégalais. Je pense que si les gens disent qu'ils s'engagent réellement en politique, je pense que c'est par rapport à des valeurs, des idées, un certain patriotisme pour que le Sénégal sorte de ses difficultés. Je pense que c'est ça qui doit être fondamentalement ce qui pousse les gens à s'engager. Mais est-ce que c'est l'apanage des politiques? Non, ce n'est pas l'apanage des politiques, c'est citoyen d'abord. Ça appartient à tous les Sénégalais, quelle que soit leur appartenance, de s'engager pour que notre pays décolle, pour que notre pays aille de l'avant. Parce que si le Sénégal n'est pas bien, personne n'ira bien. Personne n'ira bien. Maintenant qu'il y a une carence de discours, de propositions en tant que telle, moi je ne trouve pas que c'est le cas. Ah bon? Je ne trouve pas que c'est le cas. Il y a peut-être une cacophonie au niveau peut-être médiatique ou autre chose, et qu'il y a des gens qui ne sont pas réellement habilités à porter un discours idéologique, structuré, de valeurs, qui puissent les défendre par rapport aux Sénégalais et qui comprennent. Mais il y a également énormément de choses à prendre en compte dans cela. Tout à l'heure, on a dit que voilà, on est dans un pays où la majorité peut-être est analphabète. Les questions idéologiques, à part les premiers partis de gauche du Sénégal ou les socialistes, ça ne se posait pas réellement. On est arrivé en 2000 en quelque sorte dans une perte de vitesse par rapport aux idées et aux valeurs, parce que les gens qui ont gouverné le pays de 2000 à 2012 ont un peu inversé les paradigmes par rapport à leur conception. Ah, c'est seulement à partir de 2000 que les choses ne ressemblent même pas à de la mayonnaise. De la bouillabaisse. Étant jeune, à l'université, j'ai toujours écouté des gens assez calés dans ce qu'ils disaient et qui portaient un discours cohérent, qui faisaient des propositions en termes d'idées, de valeurs et des choses pragmatiques. Ça, je l'ai quand même toujours entendu. Je pense que des gens comme Abdourahim Agne à l'époque, même Idrissa Seck en 2000, a tenu quand même des débats avec des propositions claires, ici avant la première alternance. Maintenant, si entre-temps, il y a eu une situation exceptionnelle qui s'est passée, je pense qu'il nous appartient à nous, tous jeunes et tous les autres, de revoir comment on peut inscrire l'action politique dans une planification et des idées claires pour les proposer aux Sénégalais avec des relais qui permettront de faire telle sorte que ces idées arrivent à toutes les populations sénégalaises. Parce que l'absence d'idées, de valeurs, de programmes, c'est ce qui pousse des fois les Sénégalais à faire des choix absurdes ou bizarres qui nous retardent encore de 10 ou 15 ans et qui ne nous permettent pas de sortir de l'étau dans lequel nous nous trouvons. Donc moi je pense que les valeurs socialistes ne sont pas des valeurs de sous-développement. Au contraire, quand nous étudions nos sociétés, particulièrement sénégalaises, nous voyons que c'est une société qui a une histoire quand même socialiste claire. Dans son mode d'organisation ancienne, les gens partageaient beaucoup de choses, ils discutaient sur beaucoup de questions. Donc ce que nous devons revoir, c'est peut-être notre forme démocratique.
notre forme démocratique. C'est à ce niveau que le problème se pose. Parce que les gens peuvent dire que c'est une inspiration occidentale ou autre, tout cela. C'est peut-être vrai à un certain niveau, mais il faudrait que les gens aussi se fondent sur notre histoire. Il y a quand même dans l'histoire de nos pays, vers des années 1700 et autres, des gens quand même qui ont eu le courage d'impulser une certaine dynamique démocratique. Il y a même la charte du Mandé qui est quand même un exemple aujourd'hui d'organisation sociale. Donc il y a le Fouta Toro. Il y a des histoires dans ce pays qui doivent nous inspirer, nos acteurs politiques. Maintenant, en termes de patriotisme, d'engagement en tant que tel, je pense que c'est une question d'abord d'éthique individuelle. Tu vois, parce que pour la charte, supposons, du Fouta Toro, les inspirateurs nous disons qu'il faut qu'on évite de mettre à la tête des pays des gens qui n'ont pas une certaine connaissance, une certaine sagesse. Des gens qui, une fois au pouvoir, ne cherchent qu'à s'enrichir ou enrichir leur famille, leurs enfants et leurs collaborateurs. Donc ces gens-là, c'est des gens qui mettaient devant l'éthique. L'éthique individuelle et l'éthique de responsabilité. Ils sont même allés plus loin à dire que si vous voyez demain quelqu'un qui porte des responsabilités, qui s'enrichit d'une certaine manière, mais récupérez ce qu'il a et faites-le sortir du pays. Mais ça, c'est aujourd'hui des thèmes qui sont là en termes de transparence, de rigueur, bonne gouvernance, sobre, vertueux et en tout. Mais ça s'arrête au plan du discours. Ça s'arrête au plan du discours. C'est ce qui fait que moi, cette élection-là, c'est une élection que les Sénégalais doivent utiliser pour savoir eux ce qu'ils veulent. Parce que quand on voit l'appellation de la plupart des coalitions dans le pays, c'est Defar, c'est Ligueyel, c'est Diapo. Ande Liguey, Ande Diapo, Ande Gorgorlou, Ande Tapalé. Voilà, il y a un message qui est là. Je pense que ces aspirations-là, c'est des aspirations profondes. Les gens veulent se battre pour que les choses changent, mais il ne faudrait pas que ça s'arrête au discours après l'élection. Voilà. Il faudrait également que tous ceux qui seront investis de cette mission-là, même s'ils n'ont pas les aptitudes ou les capacités aujourd'hui, que les gens pensent à comment les renforcer pour qu'ils comprennent la mission des collectivités locales. Alors, moi, je pense que c'est cela, quoi. Oui, Pierre Ahmed Ba, vous êtes d'une alliance, une alliance pour la renaissance de Mboro. Au moins, vous faites la différence. Vous ne nous avez pas dit Ande Liguey, Ande Diapo, Ande Gorgorlou. Alors, qu'est-ce que cette élection pour vous représente? Bon, d'abord, j'aimerais bien discourir un peu sur ce que mon vis-à-vis vient de dire. Je vous en prie. Parce que d'abord, il a commencé par nous dire que 2700 listes, c'est pléthorique, il faudrait que les gens s'organisent. Et après, il commence par nous dire que oui, les gens doivent s'engager, machin truc, tralala. En fait, s'il y a 2700 listes, c'est parce que les gens se sont engagés. D'abord, donc je pense que le problème, c'est pas l'engagement. Si on se plaint de 2700 listes, il faudrait peut-être qu'on sache en réalité c'est quoi le barème. On n'a pas une échelle de valeur. Donc qu'il y ait 2700 listes ou pas, en réalité, ce n'est pas ce qui importe. Là où il me parle d'idées, je parle d'idéologie. Là où il me parle de débat, je parle de discours. Donc je pense qu'il y a un petit écart dans la communication que nous sommes en train d'avoir. Ce que je dis est peut-être un peu plus profond que cela. Malheureusement, nous sommes sur un plateau qui ne nous permet pas d'aller au-delà et d'aller sur certaines considérations scientifiques. Alors, je ne dis pas que le socialisme je ne fais pas un mauvais procès au socialisme, mais le socialisme a aujourd'hui montré ses limites. Parce que la France, depuis 1995, vous n'êtes pas sans savoir éprouve énormément de problème à ajuster aujourd'hui cette idéologie socialiste-là aux nouvelles réalités contemporaines. Je pense que partout nous assistons aujourd'hui à un triomphe du libéralisme quelque part, mais aussi à un déclin du libéralisme dans la mesure où dans certains pays ça devient assez catastrophique. Il y a aussi la social-démocratie qui est en train de faire ses beaux jours. Donc je pense que il faudrait que nous autres intellectuels sénégalais, que nous prenions le temps de réfléchir. Il a parlé tout à l'heure du pacte du Mandé, en fait, qui s'appelle le pacte de Kouroukan-Fouga. C'est très intéressant. Mais ces gens-là, ils se sont réunis à un certain moment de leur histoire, ils se sont assis, ils ont réfléchir sur comment organiser la société. Je veux dire, l'organisation de la société n'a rien à voir avec la démocratie. On peut être un royaume, on peut être une république, on peut être un État ou toute autre chose. En réalité, c'est juste pour rebondir là-dessus. Alors, qu'est-ce que cette élection-là représente pour nous? D'abord, nous avons le sentiment justifié que si les Sénégalais de plus en plus se désintéressent de la politique, c'est que nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez remarqué que les Sénégalais se désintéressent de la politique à quel moment? Oui, ça fait fort longtemps que les Sénégalais... En fait, je pense que je vais un peu revenir sur ce que je viens de dire, mais les intellectuels sénégalais se désintéressent de la politique de plus en plus. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne change pas les choses dans un bureau ou à l'université. Je pense qu'il faut participer à l'action, il faut descendre sur le terrain, il faut parler aux populations, parce que nous sommes quelque part des éclaireurs. Nous avons compris un certain nombre de choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas de pratiquement tous les Sénégalais. Tout à l'heure, il a dit que nous sommes dans un pays où il y a énormément d'alphabets. Je ne prendrai pas la chose comme ça. Je dirais tout simplement que l'intelligence est l'apanage de l'homme et, comme le dit le Wolof,
Donc il faut juste que nous nous donnions la peine, nous qui avons eu la chance peut-être d'avoir une certaine formation, une certaine élévation intellectuelle, d'aller parler et d'adapter notre discours au niveau de la population. Je pense que c'est ce qui est très important. Parce que la population, elle aussi, a ses intellectuels. Les prédicateurs sont des exemples, sont des intellectuels. Et pourtant, ils arrivent à faire comprendre un certain nombre de choses, que ce soit dans la religion ou dans la pratique religieuse. Ils arrivent tout de même à faire passer leur discours. Alors pourquoi les politiciens n'arrivent pas à faire passer leur discours? C'est ça. Si tant est qu'ils en aient. C'est ça la véritable. À votre avis, les politiciens n'ont pas de discours? Non, en réalité, si, ils ont un discours. Ou bien un débat. Ils ont un débat ou bien... Ils ont un discours. Ouais. Ils ont un discours. Ouais. Mais ce discours est dénué de sens pour les Sénégalais. Ce discours est dénué de sens pour les Sénégalais. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre où est-ce qu'ils vont. Prenez aujourd'hui le pouvoir en place. Personne ne sait où est-ce qu'ils vont. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, vous parlez du pouvoir. Ils arrivent au pouvoir, ils nous disent on va faire un conseil des ministres décentralisé. Ok. Non, ça, Non, mais c'est juste un petit truchement que je fais par rapport à ça. Ils ont passé 2 ans et demi à faire des diagnostics. Ils ont sillonné le Sénégal pour faire des diagnostics avec cette espèce de quelque chose que, comme qui dirait un pique-nique itinérant, qu'on appelle conseil des ministres décentralisé. Ils passent leur temps à faire des diagnostics. Alors, à-t-on l'action? C'est ça la véritable question. Ok. Et vous pensez que vous, déjà assez local, tout peut partir de là? L'action. D'abord, nous sommes dans l'action. Nous sommes sur le terrain. Moi, je suis dans une ville assez particulière parce que je suis dans une ville industrielle et agricole. Et on ne comprend pas pourquoi cette ville-là, depuis 1960, tarde à décoller. Il n'y a même pas d'infrastructure, il n'y a même pas de centre de santé, on n'a même pas de docteur, on ne peut même pas avoir un certificat médical à Mboro. alors que le fleuron, le poumon de l'économie sénégalaise se trouve dans cette ville-là. Alors où se situe le problème? Est-ce que c'est un manque de volonté politique? Est-ce que c'est un manque de vision? Est-ce que c'est un manque de compétences? Peut-être la question peut être posée à Ibrahima Ndiaye. De toute façon, avant de rebondir sur ce qu'il vient de dire, c'est peut-être le fleuron de l'économie. Il faut que nous constations tous que c'est un fleuron aujourd'hui malade. Je pense que lui qui habite Mboro, il en sait peut-être plus que moi. Mais par rapport à ce qu'il a avancé tout à l'heure en termes d'idées, de discours, moi je pense que c'est les idées qui viennent d'abord avant qu'on en arrive au discours. Lui, il a fait le constat que les gens n'ont pas de discours. À quoi bon alors avoir un discours pour dire quoi que ce soit? Il a dit que les gens n'ont pas de discours. Ils n'ont pas d'idéologie. Non, discours. Il faut l'idéologie. Le discours est la résultante d'une idéologie. Il faut l'idéologie d'abord et ensuite le discours. Je t'ai dit qu'en termes d'idéologie, il y a des partis qui étaient là après les indépendances et qui étaient organisés autour d'idéologie. Il y en a 228 aujourd'hui. La question c'est quelle est leur idéologie? Vous parlez d'aujourd'hui. Il vous a parlé tout à l'heure des socialistes qui, je pense, aujourd'hui articulent leurs idées autour de la social-démocratie. Il y a les libéraux, il y a des gens des communistes. Il y a également des gens qui se disent centristes. Je pense que ça, c'est quand même fondé sur une idéologie, sur une démarche. Maintenant, que le débat ne se pose pas, que les gens ne puissent pas l'articuler comme il faut, ça c'est un problème. Maintenant, l'engagement politique ou démocratique, moi je parle de ça, parce que pour moi l'engagement pour son pays, c'est une chose permanente. Ça doit pas être ponctuel. On va à des élections, tout le monde s'intéresse à la compétition pour être élu. Mais après les élections, tout le monde se désintéresse. Moi c'est à ce niveau-là que je dis, nous devons essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens ont ce désaveu ou ce désamour par rapport à la politique en permanence, comme engagement qui doit pousser les citoyens à porter le sacerdoce qui peut faire développer le pays, et un intérêt ponctuel par rapport à une élection. Moi, c'est ça mon problème. Parce que quand on est Sénégalais, la première chose à faire quand on est Sénégalais, c'est peut-être de voir à quel niveau je peux faire quelque chose pour mon pays. C'est fondamental. Absolument. Mais si les gens se demandent toujours qu'est-ce que le pouvoir peut me conférer, c'est ça la question que les gens se posent. Qu'est-ce que le pouvoir peut me conférer en termes de prestige, en termes de statut social, en termes de possibilité de prédation des ressources publiques? Moi, c'est à ce niveau-là que j'ai un problème. Donc moi, je ne me situe pas dans le discours aujourd'hui parce que pour ça, il faut un pragmatisme pour le régler. Mais tout ça dépend pas seulement des institutions ou de la volonté de vouloir décentraliser, c'est la qualité des hommes d'abord. Parce qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'avancement sans valeur. C'est ça la vérité. Il faudrait que les partis politiques, c'est leur mission, de voir comment ils doivent s'organiser pour être des partis d'idéologie, de formation. Ah, là, ce sera un travail à faire, ça sera compliqué. Mais oui, mais il y a aussi un autre phénomène, Ibrahima Ndiaye, c'est un peu cette histoire de liste contre nature. Il y a des endroits où vous avez le PDS et l'APR, le PS et le PDS. Comment vous percevez ce phénomène? Assez nouveau, ou bien, non? Fabrice, les élections locales, ce n'est pas une élection présidentielle. Et je pense que même depuis un certain temps, on a assisté dans ce pays à une confusion idéologique où les gens de la gauche et de la droite s'accompagnent. Je pense que c'est pour des questions ponctuelles.
Mais en termes d'idéologie, les gens disent... Alors on ne veut pas utiliser la masse pour avoir de l'argent, là? Non, mais de toute façon, c'est à la masse aujourd'hui d'être consciente. La masse, elle a toujours été utilisée d'une certaine manière dans ce pays. Mais la masse aujourd'hui a assez d'instruments, je pense, qui leur permettent de voir qui veut les utiliser et qui ne veut pas les utiliser. Parce que c'est eux qui ont le dernier mot, c'est le souverain qui décide si Pierre Ahmed doit gagner à Mboro ou si Ibrahima Ndiaye doit gagner à Tivaouane ou autre chose. Maintenant, en ce qui concerne la configuration ou la composition des listes au niveau local, je pense que ça, c'est un débat que les gens ont voulu poser. C'est un faux débat à votre avis? Les politiques avaient dit depuis très longtemps que cette histoire-là, c'est une histoire locale. Les gens ne vont imposer aucun dictat à qui que ce soit. C'est les gens qui vont voir, par rapport à leur proximité, leur réalité, les gens qu'ils connaissent bien, comment ils peuvent ensemble se trouver dans des équipes qui leur permettent de gérer les questions liées aux communes ou à la nouvelle collectivité locale aujourd'hui créée, à savoir le département. Donc c'est un faux débat, votre avis? Franchement, c'est un faux débat, Pierre? Quoi? Cette liste, disons, Soupou Kandia, là. Non, c'est pas un faux débat. Alors, je prends l'exemple de mon interlocuteur. Il a fait partie de Benno Bokk Yakaar, ou alors il a soutenu Benno Bokk Yakaar pour chasser le PDS. Aujourd'hui, il est dans une liste en alliance avec le PDS. Où se trouve la cohérence? Non, c'est une élection locale. Mais je veux rectifier un peu sur ce qu'il vient de dire, s'il vous plaît. Oui, allez-y, rectifiez. Moi, je ne condamne pas les gens parce qu'ils ont été déchus. Je ne condamne pas, je prends un exemple. Non, c'est ça. Je prends un exemple. Vous entrez dans des considérations, je pense, très subjectives et de jugement de valeur. Mais non, pas du tout. Moi, je pense juge que pas. le PDS, ils ont été déchus en 2012, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont Vous les dans avez le PDS... combattus? Non, mais bien sûr. Pour l'intérêt du Sénégal. Vous êtes alliés avec... On ne le regrette pas. Moi, je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, j'allais le refaire. Mais comment se fait-il que vous soyez dans la même liste? Quand la République est en danger, quand le pays est en danger, je pense que c'est s'engager contre ceux qui doivent mettre le pays là dans une situation quand même très désinconfortable. Mais ces gens-là, quand même, il faut les combattre. Si c'était à refaire aujourd'hui, je le referais. Mais je n'ai pas condamné le PDS comme organisation et parti politique qui doivent peut-être se réorganiser, se repréparer pour conquérir le pouvoir. Mais quand même, c'est ça la démocratie. Tout n'est pas mauvais. Non, il y a une chose qui m'échappe. Tout n'est pas mauvais. Non, il y a une chose qui m'échappe. Ces gens-là ont mis le pays en danger d'après lui. Il les a combattus. D'accord? Aujourd'hui, il se met avec eux dans une même liste. Il y a une question d'idéologie qui se pose. Parce qu'on n'adhère pas à une personne, on adhère à une idéologie. On croit fermement en quelque chose et on défend cette chose-là. Qu'est-ce que vous défendez? Vous défendez quoi? De toute ma vie, j'ai toujours dit, je pense que c'était même sur votre plateau que je l'ai dit, que les hommes, c'est des instruments qui travaillent et qui œuvrent. Moi, c'est les idées qui m'importent. J'ai dit une fois ici sur votre plateau... Mais quelle idée défendez-vous? J'ai dit ici sur votre plateau que les cimetières sont remplis de personnes qu'on croyait indispensables. Mais le monde continue. Voilà. Oui, non, mais la question c'est quelle position? Parce que j'aimerais bien savoir, afin de mieux discuter avec vous, j'aimerais bien pouvoir vous situer. Il faut comprendre de manière séquentielle, moi, ce que je suis en train de dire. Il faut que vous m'écoutiez. Mais je vous écoute, monsieur. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que depuis un certain air dans ce pays, les gens voient des coalitions quand même très confuses en matière idéologique. La coalition qui a amené Macky Sall au pouvoir, c'est énormément d'organisations qui ne sont pas de la même obédience politique, qui sont retrouvées pour créer les conditions du départ de Wade. Wade aussi, quand il est arrivé en 2010, 2000. Mais il y a énormément de partis de gauche et d'autres organisations qui l'ont soutenu. Mais aujourd'hui, on est arrivé à une situation où cette question-là, c'est peut-être les grands pôles politiques qui vont régler cela. C'est une réflexion posée. Je pense que lors du dernier congrès du Parti socialiste, vous avez suivi. Les gens ont parlé de leur famille politique. Voir comment faire pour que ces familles-là s'organisent, pour qu'ensemble, ils puissent avoir des projets. Ça nous permettra, nous-mêmes, et les Sénégalais, d'avoir une lecture claire des choix qu'ils vont faire. D'accord. Et ça, je pense que cette élection locale va régler cela. Maintenant, en question d'idéologie à la base, tout ça. Mais les gens ne s'allient pas à la base pour des questions idéologiques. Hein. Les gens s'allient à la base pour voir comment, ensemble, ils peuvent s'organiser pour les problèmes de leur cité. Macky Sall a parlé d'élections citoyennes. On prend ses propos pour le Coran et la Bible. Oui, Pierre Ahmed, je vous écoute. Non, il n'a pas répondu à ma question de toutes les façons. Je ne vais pas revenir sur la question. Je vais pas revenir. Les gens de la société civile comme eux. Mais je ne suis pas de la société civile. Désolé. Vous avez un parti politique, ça s'appelle comment? Je n'ai pas un parti politique. Désolé. Vous êtes mal renseigné sur moi. Non, je ne suis pas renseigné. Apparemment, vous êtes. Vous dites que vous êtes pour l'Alliance pour la Renaissance de Mboro. De Mboro. C'est soit un parti politique ou une organisation. Vous savez, les élections locales, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est des élections qui se passent au niveau local. Ceux qui votent, c'est les populations. Et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi les politiques sénégalais aiment à se représenter au niveau national et à annoncer leur candidature au niveau local. Je pense que déjà, de ce point de vue-là, il y a problème. Si vous n'avez
n'avez pas entendu parler de moi jusque-là, c'est parce que les choses se passent avec les populations. Et nous sommes avec les populations à Mboro. Nous essayons de nous battre pour leurs préoccupations. Nous essayons de mettre en place un programme. Nous essayons aussi de mettre en place les stratégies qu'il faut, les outils et les moyens pour pouvoir répondre de manière satisfaisante aux besoins, attentes et aspirations des populations de Mboro. Ça, c'est au niveau local. Nous sommes sur un plateau où on nous regarde sur l'ensemble du territoire sénégalais. Je pense qu'il est de mise que nous parlions des questions du Sénégal. D'accord. Ce que je voulais tout à l'heure en posant cette question-là, c'était juste de montrer aux Sénégalais comment nous sommes sur un terrain très glissant, sur un terrain très glissant. Parce que, et croyez-moi, Fabrice, si je choisis de vous combattre aujourd'hui, je vous combattrai toute ma vie. Parce que je n'aurais pas cru en vous. Mais je ne peux pas ne pas croire en vous aujourd'hui et demain être avec vous pour une question d'intérêt. C'est ça le problème fondamental. Les gens, c'est l'intérêt qui prime surtout. C'est l'intérêt qui prime surtout. Regardez M. Moustapha Niasse, avec tout le respect que nous lui devons, qui a, pour une question d'intérêt, qui a phagocyté son parti politique. Et il va le payer cher. Il va le payer très cher. Il va le payer cher et croyez-moi, il va le payer très cher. Parce que d'abord, il a un CDD avec l'Assemblée, avec l'Assemblée nationale. Et moi, je pense que si nous lisons très bien la stratégie ou alors la démarche du chef de l'État, j'ai une fois dit que le chef de l'État était dans une dynamique personnelle, il était sur un destin personnel et je pense qu'il sait tout aussi que tous les analystes politiques sénégalais le savent, qu'il va perdre en grande partie ces élections locales. Mais ça ne le gêne pas, parce que ça lui permettra d'utiliser cette perte-là comme outil afin de balayer dans son propre camp. Donc il risque de s'approcher de certaines personnes de l'AFP, parce que dans la mesure où Moustapha Niasse a presque fondu son parti au sein de l'AFP, les gens qui sont avec lui, ils vont se dire mais pourquoi ne pas aller voir Macky Sall directement plutôt que de rester avec lui? Ce sera peut-être pas le cas du Parti socialiste, mais ce qui est sûr et certain, attendez-vous de voir des gens qui jadis étaient dans le PDS ou dans l'AFP, de faire partie du prochain gouvernement. Je pense que Mimi Touré, aujourd'hui le Premier ministre, doit savoir en réalité que ses jours à la primature sont comptés. Je pense qu'il n'y a jamais eu presque dans l'histoire du Sénégal un Premier ministre qui sait tout autant que le Premier ministre actuel qu'après les locales, elle va partir. Il va y avoir un nouveau gouvernement. Mais que va-t-il se passer? De quoi pourront se prévaloir les militants de l'APR qui nous tympanisent depuis 2 ans et demi s'ils perdent les élections chez eux? Et je pense que c'est à partir de là que le président de la République pourra avoir les coups des franges et c'est à partir de là que nous pourrons déterminer réellement sa valeur intrinsèque. Parce que pour l'instant, il est dans une sorte de coalition. Alors, on ne sait pas à qui se vouer. On ne sait pas qui est condamné. Est-ce lui? Est-ce Moustapha Niasse? Est-ce Tanor Dieng? On ne sait pas. Il est dans une sorte, comme j'ai dit tout à l'heure, de cacophonie politique. C'est ça. Vous y voyez de l'amateurisme, non? Alors, non, je ne pourrais pas dire que c'est de l'amateurisme, parce que, quoi qu'on dise, vous savez, depuis quelque temps, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le dire. Mais quand quelqu'un se perd aussi, il faut le dire. Et je pense qu'ils ont fini de se perdre. Et quand on ne sait pas où l'on va, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'endroit d'où l'on vient. Et Macky Sall va retourner avec ses anciens potes. Et croyez-moi, vous allez le voir d'ici peu. on est en double là, là-bas. Je pense que ma démarche politique, elle est claire. Ça veut dire que le Sénégal a été un peu secoué en 2012. Il y a une alliance qui s'est retrouvée autour de Benno Bokk Yakaar et qui sont battus quand même pour que Wade parte. Après, je pense qu'ils sont dans un gouvernement, ils s'organisent, ils travaillent. Mais dire ensuite, comme mon vis-à-vis, que si j'ai combattu le PDS en 2012, c'est quand même un peu inouï que je me retrouve avec eux. Moi, je n'ai pas cette capacité de condamner les gens éternellement. Je n'ai pas cette capacité. Moi, j'appartiens à des valeurs qui disent que même la personne qui t'a combattu, quand il vient après avec toi, essaie d'oublier tout ce qui s'est passé et d'aller avec lui. Parce que sinon, ce qui nous regroupe est plus important que ce qui nous divise. Les idéologies... Non, mais il a parlé d'intérêts. Ça peut supposer des intérêts. Non, les idéologies... Non, mais la politique aussi, c'est la quête du suffrage. Il ne faudrait pas que les gens se leurrent. C'est la quête du suffrage. Il faut additionner pour gagner. Les gens ne vont pas en compétition pour perdre.
Lui, est-ce qu'il est parti? Non, mais lui, est-ce qu'il est parti? Non, ça, il faut le dire à... Ça, il faut le dire à la... Ça, il faut le dire. Non, mais tout ce que... Moi, j'ai déjà parlé, j'ai réglé la question des valeurs. J'ai réglé la question des valeurs depuis tout à l'heure. Je t'ai dit que moi, personnellement, c'est pas mon cas. Maintenant, si tu as la capacité, toi, de juger les autres, moi, je ne les juge pas. Mais ce que je disais tantôt, c'est quoi? C'est que la politique, c'est des objectifs bien précis. Et ces objectifs, les gens s'organisent pour les atteindre. Maintenant, moi, je suis pour que demain, dans ce pays, qu'on puisse avoir de grands pôles politiques, comme il le dit, dans lesquels les gens vont parler de leur famille politique, de leur démarche, de leurs projets, et qui permettront aux Sénégalais de faire des choix cohérents. Maintenant, sur ces prémonitions, sur Mimi Touré va partir, tel autre va rester, tout ça, moi, je ne suis pas dans le gouvernement. Je ne suis pas également dans les secrets de la paix. Je pense que cette élection-là, c'est un baromètre également pour les gens qui gouvernent le pays. Absolument. Quand on sort à des élections, c'est tout à fait normal qu'on en fasse quand même. Non, mais c'est un baromètre compliqué parce qu'on voit des endroits comme à Grand Yoff où on a deux gens qui appartiennent au gouvernement. On essaie de voir comment ça s'est passé, quels sont les résultats, comment ceux qui gouvernent peuvent réorienter ou raménager. Absolument. Peut-être convaincre l'électorat ou pour ne pas décevoir les Sénégalais. Ça, quiconque soit au pouvoir doit le faire. Absolument. Alors, tout à l'heure, Pierre Ahmed a effleuré un sujet, quand même, on peut l'évoquer, les conseils interministériels décentralisés, ça a fait l'actualité. Hein. Moi, je dis même que ça a fait le buzz pour parler comme nos jeunes frères rappeurs. Je donne mon avis sur toutes les questions qui intéressent la cité. Ouais. Moi, je pense que le candidat Macky Sall, il disait avoir fait le tour du Sénégal, dans les coins les plus reculés. Il a discuté, pris la température, discuté avec les populations pour savoir de quoi ils souffraient. Il avait un projet qui s'appelait Yoonu Yokkute pour régler les problèmes des Sénégalais liés à l'économie, au social et à plusieurs autres questions. Maintenant, quand il arrive au pouvoir, un an après, il initie des conseils des ministres décentralisés. Moi, à mon niveau, ça pose problème. Parce que les urgences étaient tellement nombreuses que des gens qui se disent avoir planifié des solutions qui leur permettent de sortir le Sénégal de cette difficulté-là ne devraient pas quand même... Non, mais parce qu'entre-temps, il y a eu un changement de cap. On est parti du Yoonu Yokkute et on est au plan Sénégal émergent. Donc, il faut changer aussi de... De toute façon, ça, c'est la PR qui gouverne. Ah non, c'est Benno Bokk Yakaar. Non, mais moi, j'ai toujours dit que la responsabilité demain de rendre compte revient à celui qui a été élu et qui a prêté serment devant les Sénégalais. C'est ça la vérité. C'est Macky Sall qui est élu président de la République. Abdoulaye Wade l'a fait en 2012. Les gens... Et dans les faits, non. Non, c'est Macky Sall qui est élu. Personne d'autre ne rendra compte. Donc, le conseil interministériel décentralisé, c'est quoi? À votre avis, c'est un pique-nique itinérant, comme l'a dit Pierre? De toute façon, ce qui dérange tout le monde, c'est que c'est des choses qui ne s'organisent qu'à la veille des élections. C'est ça. Parce que moi, ma liberté de ton, je la garderai quelles que soient les situations. Vous êtes contre les conseils interministériels décentralisés? Non, je ne trouve pas l'opportunité de ces conseils interministériels décentralisés-là. Et de toute façon, les bagatelles de milliards qui ont été promises depuis les premiers conseils ministres décentralisés, c'est des choses jusqu'à présent qui tardent à venir. Je ne sais pas si, par rapport à quelle approche la PR le fait ou le gouvernement le fait. Mais je ne trouve pas l'opportunité de cela, très franchement. Pierre Ahmed. C'est une approche politique, je réponds à sa question. C'est une approche purement politique. C'est une approche purement politique. On se donne les moyens de faire de la politique avant la campagne électorale. C'est aussi simple que cela. Je veux dire, il y a plein de questions qui me taraudent l'esprit. Il y a énormément de choses qui s'entrechoquent dans ma tête. Par exemple, hier, on a annoncé dans la presse que le président de la République allait débloquer quelque chose comme 3 milliards pour les campagnes. Donc, moi, ça me... Si tant est que c'est vrai, parce que je ne suis pas dans les secrets des dieux, ça me pose problème. D'abord, d'où vient cet argent? Est-ce l'argent du parti? Naturellement, nous ne le savons pas. Est-ce l'argent de donateurs? Et à ce moment-là, il faudrait croire que les donateurs ne sont généreux qu'avec le président de la République. Ou alors, est-ce l'argent, comme on le dit, des fonds politiques, naturellement de la caisse noire? Et cette caisse noire-là, c'est malheureusement notre argent, c'est l'argent du contribuable. Donc, ou alors c'est son propre argent, et il faudrait alors retenir pour l'histoire que sur les 8 milliards que nous avait annoncés, il y en a déjà 3 de moins. Nous ne savons pas. C'est autant de questions qu'on pose, auxquelles nous n'avons pas de réponse. Même si j'avais des soupçons, je ne les dirais pas aujourd'hui. Je ne les dirais pas sur ce plateau tout de même. Un petit séjour dans un violon, je ne préférerais pas. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des informations qui passent comme ça tous les jours, sans que nous ne prenions la peine de nous arrêter un peu et de les analyser. D'où peut sortir cet argent-là? C'est une question fondamentale. Parce que c'est ce gouvernement-là qui a érigé un ministère de la transparence et de la bonne gouvernance. Il faudrait aussi qu'on nous parle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de mettre des choses comme ça, de peindre les murs, sans pour autant changer la quintessence du mur. C'est ça le problème fondamental. J'ai l'impression que c'est une pièce de théâtre
où on se représente les bonnes valeurs, mais en réalité, en coulisses, derrière les rideaux, il se passe tout autre chose. Ça, c'est une question. C'est quelque chose de fondamental. Ça nécessite un débat à votre avis. C'est quelque chose de fondamental. Maintenant, parlons du Conseil des ministres décentralisé. Comment pouvez-vous faire un Conseil des ministres décentralisé dans un pays où on peut tout dire, tout reprocher à l'administration, sauf un manque d'organisation? Nous sommes très bien organisés, jusqu'à l'échelle la plus petite de l'État. Il y a le préfet, sous-préfet, adjoint au maire, tout le monde. Alors, s'il y a besoin de conseil des ministres décentralisé pour faire un diagnostic, c'est que l'organisation, l'appareil d'État ne fonctionne pas, quelque part. Et je ne pense pas que l'appareil d'État ne fonctionne pas. Alors, quelle peut être la raison qui pousserait le chef de l'État à déplacer tout son gouvernement et lui avec, pour aller relancer une usine qui va créer 70 emplois, loin des 500 000 emplois qu'on nous a Mais Mboro a été concerné quand même par ce conseil. Mboro a été concerné, ben oui, il a parlé de recapitaliser les ICS, mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est pas recapitaliser les ICS. Le fond du problème, c'est un problème d'orientation politique, c'est un problème d'orientation stratégique, c'est un problème de gestion des ICS. Parce que vous pouvez pas avoir une compagnie qui a d'abord, parmi ses actionnaires, son client, IFCO, depuis plus de 30 ans, donc qui produit pour vendre à un de ses actionnaires, et qui a des problèmes d'argent. C'est pas possible. Le problème n'est pas un problème de capital. Je l'ai une fois dit dans la presse, d'après les informations que j'ai et qui proviennent des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, la masse salariale annuelle des ICS, par exemple, équivaut à la valeur d'un bateau d'acide phosphorique, alors que 4 bateaux d'acide phosphorique sont produits et vendus tous les mois. Alors, qu'on me dise que cette société a un problème de capitaux, je veux bien, mais en réalité, ce qui se passe sur le terrain est tout autre. Comment pouvez-vous dire aux Sénégalais que vous voulez relancer l'agriculture? Vous avez des terres, selon les études qui ont été fournies, qui sont en perte de richesse. Des terres qui sont de moins en moins fertiles. Vous avez une industrie qui fabrique des fertilisants. Vous n'avez pas autre chose à faire avec cette industrie-là que de le vendre à l'association des agriculteurs de l'Inde, l'Union des agriculteurs de l'Inde, pour produire des fertilisants qui vont aller fertiliser leur sol, ils vont produire des produits maraîchers, agricoles, tout ce que vous voulez, qu'ils reviennent nous vendre plus cher. En fait, le Sénégal n'a pas vocation de financer le développement dans notre pays. Nous n'avons pas aussi pour vocation de résorber le taux de chômage dans notre pays. Parce qu'il leur est permis d'importer leur main-d'œuvre au Sénégal. Je pense qu'il y a énormément de problèmes qui se posent à Mboro. Et ça, c'est juste le plus petit des problèmes. Donc, il y a un problème de gestion fondamentale qui se pose au niveau des ICS et un problème d'orientation stratégique. Ce n'est pas une question de capitaux. Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez les Indiens dehors, demain, vous aurez d'autres personnes. Parce qu'on a besoin du phosphate. C'est une ressource dont on aura toujours besoin, phosphate, atapulgite et tous ces minéraux-là. On en a besoin pour l'industrie pharmaceutique, on en a besoin pour l'industrie chimique, on en a besoin pour l'industrie agroalimentaire. En réalité, comment se fait-il que le Sénégal, 4e producteur africain de phosphate, puisse avoir une usine en difficulté? Compliqué quand même. Alors, quand même, Tivaouane, on est toujours dans la région de Thiès. Dans la même région de Thiès. Tivaouane, le conseil... Non, avant de venir sur cela, il faut peut-être un peu parler de la situation de l'argent et de la politique dans ce pays. Parce qu'il est quand même d'habitude... 3 milliards. À chaque fois qu'on va à des élections, on entend quand même des sommes faramineuses, extraordinaires, qui sont utilisées par ceux qui gèrent le pouvoir pour conquérir le suffrage des Sénégalais ou pour faire de l'achat des consciences. Je trouve que cette décision-là ou cette possibilité à donner assez de moyens à ses partisans est malvenue. Surtout dans le contexte actuel dans lequel le pays se trouve. Mais est-ce qu'on peut aller en campagne sans argent aussi? On est où là? Non, c'est lié, mais quand même 3 milliards de francs CFA, pour faire quoi? Pour conquérir les locaux? C'est une élection locale. Les gens qui compétissent pour arriver à la gestion des collectivités locales, je pense que c'est des gens qui habitent dans ces localités-là, connus à travers leurs actions, leur engagement pour leur cité. Et à partir de ce moment-là, si on utilise des sommes aussi importantes que ça, je pense qu'il y a anguille sous roche par rapport à demain, un achat de conscience des conseillers élus ou autre chose pour peut-être essayer de tirer la couette de son côté. Mais c'est dire toujours que
ça pose le problème de notre démocratie et de l'histoire des fonds occultes ou de la caisse noire. Parce que franchement, je pense que c'est énorme, ces montants qui sont conférés à une seule personne. Vous vous posez aussi la question d'où proviendrait cet argent? Mais exactement. Vous posez la même question? De toute façon, il y a éventuellement des mécènes dans les partis politiques, mais par rapport aux objectifs de financement des partis politiques, je pense que les mécènes ne donnent pas par rapport à un montant pareil. Donc je pense que ce qu'il faut réellement voir... Et même s'il y a des mécènes, il y a toujours un retour sur investissement. Non, mais c'est dangereux tout ça, c'est assez compliqué. Je pense que tout ça, ça doit nous pousser à revoir comment nous devons assainir tout cela pour pas que nous laissions à la disposition d'une seule personne de très grandes sommes comme ça qui leur permettent, quand on va à des élections, de biaiser la compétition depuis le départ. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui compétissent, ils ne sont pas dans les mêmes dispositions, ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc ça pousserait peut-être aussi à réfléchir demain sur le financement des partis politiques pour voir comment, de manière équitable, les gens peuvent compétir et puis être choisis de la manière la plus, je pense, respectueuse et loyale possible. Mais franchement, cette histoire de 3 milliards... De 3 milliards par-ci, 2 milliards pour Wade. De l'autre côté aussi, il y a des gens qui ont 600 et quelques 4-4. 4-4 au PDS. Ouais, mais attends, c'est juste... Il faut se poser des questions aussi sur faut pas seulement se limiter au PDS. La capacité Pierre Armette ne te limite pas au PDS. À l'APR, il y a aussi le PDS qui... Non, mais vous savez pourquoi je ne parle pas du PDS? Vous savez pourquoi je ne parle pas? Parce qu'ils ont l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Alors, s'ils se permettent de le faire, j'ose penser que le président de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, en l'occurrence, n'est pas un esprit simple, et je le pense profondément, et que s'il met aujourd'hui des moyens, sachant qu'il y a la CRI qui n'a pas arrêté de nous endormir depuis l'aube de la seconde alternance politique de notre pays, je pense que ça devrait avoir des origines tout de même vérifiables, tout de même, je pense. Vous pensez que Wade ne peut pas quand même se permettre de sortir autant d'argent alors que... Mais vous savez, en plus j'ai même pas besoin d'en parler. Ben oui. Mais oui, il y a la CRI qui est là, non? Mais non, de toute façon, tout le monde sait que l'ancien président, quand même, il faut que la CRI fasse son job. Non, de toute façon, tout le monde sait. En plus, elle le fait de... Fasse son job pour qui? Pour ceux qui dépensent 3 milliards ou 2 milliards? De toute façon, c'est bien fait, c'est fait exprès, c'est intelligemment fait. Quand c'est Abdoulaye Wade qui débourse, de toute façon, tout le monde sait qu'il n'y a pas... Les gens ne vont pas pousser un débat sur ça parce que c'est lié à son statut, l'ancien président de la République. Il peut se permettre. Voilà, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Vous n'aviez pas dit ici que, en tout cas, j'ai ouï dire dans la presse, j'ai lu quelque part dans la presse, qu'Abdoulaye Wade doit se tenir tranquille, sinon... mais de toute façon, c'est des propos que les gens tiennent, mais de toute façon, tout le monde sait que depuis Abdou Diouf jusqu'à présent, aucun président n'a été poursuivi pour quoi que ce soit. Ah, d'accord. Alors, et un fils de président est poursuivi quand même. Voilà. Le fils du président n'est pas le président. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, on aurait continué le débat, mais on me fait signe que bon, l'heure est arrivée à son terme. Je vous remercie, Pierre Armette Ba. Je rappelle juste que vous êtes de l'Alliance pour la Renaissance de Mboro. À Mboro qui a son ICS qui se meurt, qui se meurt à petit feu. Fort malheureusement. Mais il y a la recapitalisation de Mboro qui a été proposée quand même. Vous dites que c'est pas ça. C'est pas là où se situe le problème. Non, pas du tout. C'est pas là, c'est vraiment méconnaître le problème des ICS. C'est vraiment. Vous pensez qu'au sommet de l'État, on ignore totalement le problème? Oh oui. Ah oui. Ils ont passé leur temps à faire de la politique. Les ICS, ils ont passé leur temps. Les gens ont fait. Ils ont passé leur temps par rapport à la situation des ICS. Il y a même des fusions en cours. Moi, ce qui m'intéresse plus par rapport à ce fleuron de l'économie, c'est plus les impacts environnementaux, parce que nous sommes tous des habitants de cette localité-là. Je pense qu'ensemble, c'est sur ça que nous devons réfléchir. Maintenant, économiquement, je pense que les ICS même, en tant que tels, sont en train de réfléchir à voir comment ils peuvent faire des partenariats avec d'autres entités. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les ICS, c'est plus Taïba, c'est une société privée. Vous donnez 85% à des étrangers, ils ont le droit de veto, vous donnez 85% à une compagnie, mais ça c'est vraiment méconnaître comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne une organisation à capitaux privés. Parce que quand vous avez 85% d'une entreprise, vous avez tous les pouvoirs. Donc vous ne pouvez pas dire que Ibrahim Ndiaye, vous êtes le leader du parti pour le nouveau centre du Sénégal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de Tribune Presse.